Pas que ce soit parti. Peut-être que c'est toi qui as la main, Camille, pour lancer l'enregistrement. C'est lancé. Parfait. Donc effectivement, il nous semblait extrêmement important du coup de pouvoir vous partager tous les dispositifs qui existent au sein de l'ADEME et dont vous pouvez bénéficier pour vous accompagner dans vos actions au quotidien en termes de transition écologique et énergétique. Et donc de partir sur un petit cycle de webinaires qui aura pour objectif de vous présenter tous les dispositifs qui existent et en introduction, de déjà partir sur qu'est-ce que c'est que l'ADEME, comment ça fonctionne, quelles sont parfois les spécificités régionales et les différentes modalités du coup de, euh, de réponse aux appels à projets ou autres. Donc voilà, je suis ravie du coup que tu aies pu te joindre à nous aujourd'hui. Et donc c'est le démarrage d'un cycle du coup qui aura pour objectif de vous présenter tout ce que peut vous offrir l'ADEME, qui est assez vaste. Donc du coup, sans plus attendre, je te propose du coup de peut-être repartir un petit peu sur une présentation de toi et de tes fonctions et puis après de rentrer dans le vif du sujet. N'hésitez pas du coup à poser toutes vos questions dans le chat, dans la discussion, la conversation. On prendra un temps d'échange à la fin. Alors, je vais juste vous demander de bien penser à couper vos micros. Euh, voilà. Et du coup, on prendra un temps d'échange à la fin de la présentation pour toutes les questions euh, que vous aurez. À Bien, toi, Sophie. merci. J'espère que vous m'entendez correctement, que le partage fonctionne. OK. Alors, je ne vais pas me présenter tout de suite, mais ça viendra au cours de la présentation. Et je tiens tout d'abord en fait à remercier l'ANAP de nous avoir proposé d'organiser ce cycle de webinaires à destination donc des acteurs de la santé. Nos agences ont eu l'occasion de collaborer déjà ensemble dans des opérations comme Maison Gourmande. Et aujourd'hui, le déploiement des conseillers en transition écologique et énergétique en santé, ainsi que toutes les actualités liées notamment au dérèglement climatique, représentent des opportunités de mieux vous connaître et vous faire connaître aussi notre agence ADEME. Donc, comme proposé par Camille, n'hésitez pas à réagir dans le chat au fur et à mesure de cette présentation. Donc, je vais essayer effectivement de vous donner un aperçu de toutes les missions et de tous les sujets que l'on peut traiter à l'agence. Et donc, vous notez au fur et à mesure voilà, les sujets qui peuvent vous faire réagir, les sujets sur lesquels vous avez des interrogations. On aura l'occasion d'y revenir donc à la fin de cette séance dans la partie échange, mais également de construire donc d'autres webinaires pour pouvoir approfondir certains sujets. Et je vous remercie donc de pouvoir participer à cette séance qui donc est constructive pour le futur cycle. Tout d'abord, qui sommes-nous? ADEME, donc Agence de la transition écologique. Nous sommes un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle de 3 ministères. Donc transition écologique et cohésion des territoires, transition énergétique et enseignement supérieur et recherche. Donc c'est un cadrage qui est important à vous donner puisque ça vous permet de voir un petit peu les différentes modalités qu'on peut avoir en termes d'interaction avec vous. Et notre mission, c'est de donner des clés pour agir à l'ensemble des parties prenantes du coup de nos activités, donc que ce soit les citoyens, les territoires, donc les collectivités, les communes, mais aussi les acteurs économiques dont vous faites partie, que l'on soit dans la partie sanitaire ou dans la partie médico-sociale. Notre objectif, c'est vraiment de faciliter le passage à l'action visant la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et nos actions touchent tout autant le système de production industrielle, donc vraiment les industries, les choix de consommation, donc dans nos vies courantes, et tout ce qui est développement, travaux de recherche, innovation et expérimentation. Donc cette slide, elle est un peu lourde, mais on va y rester quelques instants puisque c'est vraiment l'aperçu de tous les sujets sur lesquels on est en interaction sur les dispositifs liés à l'environnement.
On commence à gauche avec l'accompagnement sur tout ce qui est bas carbone, changement climatique, avec la premier des sujets, c'était l'atténuation du changement climatique, donc réduction des émissions de gaz à effet de serre, les sujets de décarbonation dont vous avez bien entendu, déjà entendu parler, les énergies renouvelables et de récupération. C'est également les techniques de rénovation des bâtiments. C'est également tout ce qui est qualité de l'air, hein. Quand on parle aussi des gaz à effet de serre, on tombe sur ce sujet de qualité de l'air intérieur et extérieur. Tout ce qui est production durable, je le disais, donc avec l'interaction avec tout le monde de l'industrie. Et on a par exemple un sujet qui est intéressant en économie de la fonctionnalité, qui vise à repenser le modèle productif de la société industrielle. C'est aussi l'économie circulaire pour extraire moins de ressources, mais c'est aussi, et je dirais surtout, l'adaptation au changement climatique, car ce changement climatique est en cours et il s'agit là d'accélérer la sobriété, de changer de paradigme, de faciliter les coopérations, et on y reviendra un petit peu plus tard dans la présentation, et enfin accompagner les changements de comportement parce que c'est vraiment grâce à ça que l'on obtiendra l'effet de transition qui est nécessaire pour atteindre nos objectifs et nos ambitions. Donc là, sur cette slide, vous avez une représentation de l'agence, en tous les cas, dans notre modèle, dans notre fonctionnement. Donc, je vous ai dit un continuum d'intervention qui est total, donc allant des projets en recherche jusqu'à leur déploiement dans les territoires, dans les entreprises ou même voilà, dans les associations, les collectivités. Donc, une expertise sur tous les champs de la transition écologique, on vient de les balayer. Et nous sommes présents sur tout le territoire français, donc avec 17 représentations en région, donc en direction régionale. Donc 3 sites centraux là, qui sont représentés en rouge, donc, qui concentrent plus les activités de recherche, développement, innovation, expérimentation. Et donc moi, je suis en direction régionale à Marseille, donc pour la région PACA. Ce que je fais moi particulièrement dans cette direction régionale, donc c'est que je suis chargée d'instruction, donc je suis les dossiers de demande d'aide en économie circulaire, plus particulièrement sur les déchets de chantier. J'ai également été en charge de la thématique récupération et valorisation des chaleurs fatales, ou en tous les cas les chaleurs perdues. C'est par exemple lorsqu'on a un groupe froid, pour pouvoir refroidir, on a une production de chaud qui peut être valorisée. Et je suis également référente pour les acteurs de la santé dans ma région. Donc, si vous ne connaissez pas vos interlocuteurs dans les directions régionales, ce qui peut tout à fait être logique, on vous invite en fait à passer par une seule adresse de contact. C'est un formulaire, certes, mais c'est bien par ce biais-là que vous pourrez dialoguer avec la personne précisément ciblée dans la direction régionale. Et pour cela, merci d'être le plus précis possible quand vous nous faites une demande, que ce soit pour une prise de contact, voilà, pour avoir des renseignements, ou vraiment sur un projet plus particulier. Bien préciser le territoire ciblé parce qu'il peut y avoir des affectations départementales selon les régions, le thème, de savoir s'il y a déjà eu des études ou des actions réalisées en préalable à votre demande. Et puis, si vraiment on est sur un projet cible, les bénéfices environnementaux qui peuvent être envisagés, le planning prévisionnel et le budget estimatif du projet, ça permettra vraiment que votre demande soit orientée auprès de la bonne personne, puisqu'on est quand même un petit peu plus de 1200 dans cette agence. Maintenant, regardons l'ensemble des dispositifs que l'on peut vous proposer, puisque moi, je vous ai parlé plutôt de la partie aide financière, puisque c'est ce sur lequel je travaille au quotidien. Mais il y a également tout un panel, en fait, tout ce qui est publication de guides, outils. Donc ça, vous en avez certainement déjà vu sur notre site Agir pour la transition ou sur la librairie adem.fr. On est également organisme de formation, donc là aussi, je vous invite à regarder formation.adem.fr pour voir un petit peu les modules qui existent. Il y a certains modules qui sont disponibles en distanciel et d'autres, ce sont des formations en présentiel. On est également en charge d'animation d'un certain nombre de réseaux. Donc, vous connaissez probablement les conseillers en énergie partagée, qui sont un réseau similaire au vôtre et
vers lequel une convergence au niveau national est recherchée. On est en charge également d'un certain nombre d'observatoires. Par exemple, à l'échelle des régions, on a des observatoires de l'énergie, des observatoires des déchets. Et nous accompagnons donc par l'attribution de subventions, au-delà même des conseils préalables qu'on aurait pu vous proposer, l'aide aux études préalables. Donc, si vous avez un projet d'énergie renouvelable, ça peut être les études qui permettent de calibrer le dimensionnement du projet. Et enfin, l'aide à l'investissement. Pour retrouver toutes ces offres-là, un seul site, donc agirpourlatransition.adem.fr. C'est vraiment la porte d'entrée vers nos ressources. Donc vous voyez, là, on va parcourir les différents, enfin, on va regarder quelques-uns, mais c'est à la fois pour avoir nos ressources et également pour faire les demandes d'aide. Voilà, il y a ces 2 volets-là. Donc en tant que ressources, je vais citer particulièrement celles qu'on va trouver dans l'onglet, dans la rubrique des particuliers ou dans la rubrique des acteurs de l'éducation, puisque ce sont des ressources qui destinées en fait à la vulgarisation et qui peuvent vous être utiles pour vos actions de sensibilisation au sein des différents établissements. Et lorsqu'on va regarder sur des sujets plus techniques et qu'on potentiellement veut faire une demande d'aide, on va rentrer dans l'onglet entreprise. Peu importe en fait que vous soyez dans une structure publique ou privée, on va regarder vraiment dans l'onglet entreprise en fait. Donc justement à ce stade-là, comment savoir si vous êtes éligible ou pas à nos aides? Ce qu'il faut retenir, c'est que du moment que vous avez une entité juridique, donc un SIREN, vous êtes éligible à nos aides. Donc ça, il faut bien s'en souvenir, peu importe le statut juridique que vous avez. Par contre, après, derrière, ce qui va différencier, c'est le taux qui peut être proposé au projet, selon qu'on soit en activité non économique ou en activité économique. Et pour faire simple, l'activité non économique, c'est lorsqu'il y a surtout un service d'intérêt général, donc un hôpital fait partie du secteur non économique. Et pour toutes les autres structures, on va être plutôt dans le secteur économique. Mais ça, après, on le regarde ensemble lors des instructions, bien sûr. L'important étant de se souvenir que vous êtes éligible, peu importe votre statut. Ensuite, il faut vraiment s'assurer de nous faire les demandes avant de démarrer un projet, donc avant de signer un bon de commande, par exemple. Et puis après, il faut regarder en fonction des dispositifs visés et lire plus précisément les cahiers des charges, puisque certains dispositifs peuvent être plus ciblés. Donc les différents parcours qui pourront être proposés une fois que vous rentrez dans l'onglet, entreprise du coup, on retrouve, voilà différentes cases. Notamment, on a créé, l'année dernière donc la rubrique «Adopter la sobriété énergétique», hein, quand on s'est retrouvé face à cette situation, inédite de tension énergétique. Donc une rubrique où on a regroupé l'ensemble de nos ressources et des ressources, de nos partenaires également, pour pouvoir vous les mettre à disposition. Autre sujet, l'éco-conception, par exemple. Donc, vous y retrouvez également les différents outils que l'on peut mettre à votre disposition pour que vous puissiez démarrer un projet en éco-conception. Et puis, je vais juste vous citer, donc, financer vos projets, qui est la rubrique pour faire les demandes de financement. Et lorsqu'on rentre dans cette rubrique, on arrive sur un moteur de recherche. Donc, vous allez pouvoir sélectionner notamment le thème et la localisation du projet. Donc, il y a un petit champ de recherche également sur mots-clés, très pratique hein, pour pouvoir cibler le dispositif que vous voulez voir. Et là, vous avez donc à droite la présentation de l'ensemble des thèmes sur lesquels on a des dispositifs, puisque les dispositifs, certains sont ouverts au fil de l'eau et d'autres fonctionnent par appel à projet. Donc voilà, il faut venir régulièrement regarder ce qui se passe sur les sujets pour voir s'il y a quelque chose d'ouvert au moment où vous pensez porter un projet. Maintenant, quelques chiffres clés sur l'activité de notre agence. Donc un budget, pas loin d'1 milliard d'euros pour l'année dernière et 2 milliards en plus dans le cadre du plan de France Relance. Donc on a opéré sur les années 2021-2022 et sur notre budget en propre, on voit la répartition donc des thématiques avec, voilà une bonne moitié, de nos budgets sur de la production de chaleur renouvelable et en deuxième sujet, l'économie circulaire et les déchets. Après voilà, je vous laisse regarder un petit peu tous les autres, sujets.
Le diaporama, vous l'aurez de toute manière, mais je vais aller directement en fait sur les aides au secteur de la santé. Donc j'ai essayé de faire aussi un petit extrait pour voir ce qui se passait avec cette typologie-là parmi l'ensemble de nos aides. Donc sur les 3 dernières années, on a donc un peu plus de 500 projets qui nous ont été proposés par les acteurs de la santé au sens large, hein. Donc ça regroupe, les différents codes NAF en fait, des activités pour la santé humaine et tout ce qui est hébergement médico-social et le social avec. Et donc on voit que dans la partie, santé humaine, on a 210 projets avec, 20 millions d'euros d'aides qui ont été attribués dans ce secteur-là. Et c'est principalement là, on retrouve aussi, des énergies renouvelables, hein. Le constat est le même, c'est la moitié des dossiers et c'est les 3/4 du budget pour le secteur de la santé humaine sur les énergies renouvelables. Dans la partie médico-sociale et sociale, donc on a plus de projets qui ont été, proposés avec un total de budget d'aide attribué un petit peu moindre. Donc on est sur des projets d'un peu moindre ampleur. Mais là aussi, on est encore sur une aide majoritaire sur les énergies renouvelables. Mais on voit très nettement aussi des aides, sur tout ce qui est économie circulaire, avec un soutien exceptionnel à l'économie sociale et solidaire qu'on a réalisé dans le cadre du plan de relance, ainsi qu'un dispositif, tremplin qui était focus pour les PME. Maintenant, des exemples de dossiers plus concrètement, dans l'énergie, par exemple, on a fait donc de la réhabilitation d'installations solaires. Donc là, l'éligibilité est variable selon les régions, hein. C'est un dispositif, qui est en test dans certaines régions. On peut citer aussi donc une géothermie pour l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu à Lyon. Autre sujet, donc récupération de chaleur fatale sur les fumées d'une chaudière et installation d'une thermofrigopompe, parce qu'on peut effectivement produire du froid avec du chaud, au CHU d'Amiens. Contrat de développement patrimonial des énergies renouvelables à l'échelle aussi d'un CH. Donc voilà, vraiment beaucoup de sujets autour des énergies renouvelables. Je citerai aussi donc des sujets sur la qualité de l'air, donc avec un projet R&D donc qui s'appelle Acacia, donc qui a été porté par le CHU de la Martinique sur la particularité donc des aérosols et moisissures dans l'air intérieur des bâtiments dans des contraintes climatiques que sont les leurs. On peut citer aussi un dossier donc en Auvergne-Rhône-Alpes avec les hospices civils de Lyon sur la réduction des émissions d'oxyde d'azote ou de particules. Sur l'économie circulaire et donc les gaspillages, la lutte contre les pertes de matière, je citerai donc le projet donc porté par une association d'hébergement médicalisé pour les enfants handicapés sur la création d'un atelier de transformation de produits alimentaires. Voilà, lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc toutes ces opérations-là peuvent faire partie de l'éligible, de ce qu'on aide. Je voudrais maintenant vous emmener aussi un petit peu, à une échelle plus lointaine, donc 2050. L'année dernière, nous avons publié donc un petit feuilleton avec 4 scénarios de transition pour montrer différentes voies possibles d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc neutralité carbone, c'est bien l'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre qui nous resteraient et la capacité à capter naturellement ou technologiquement le carbone pour arriver voilà, à une équité et donc à une neutralité carbone. Et donc, il y a vraiment différentes voies qui sont possibles avec de la sobriété, avec de la coopération, avec des technologies que l'on doit encore inventer pour un certain nombre de sujets. Mais dans tous les cas, une des conclusions tendancielles pour l'ensemble de ces scénarios, c'est que la neutralité ne peut être atteinte que par un effort de réduction des émissions et donc de réduction à la fois des consommations d'énergie ou des consommations de matière. Donc, je vais tenter le partage. Vous me direz si vous entendez le son de la vidéo. Nous en sommes tous parfaitement conscients. Des transformations importantes doivent être menées dès maintenant pour arriver à la neutralité carbone d'ici 2050. Mais qu'est-ce que la neutralité carbone? C'est tout simplement capter autant de CO2 que nous en émettons, grâce aux forêts et au sol. Complété si nécessaire par des technologies plus ou moins matures aujourd'hui. Pour dessiner les chemins possibles pour y arriver,
l'ADEME a réalisé une étude prospective inédite. Transition 2050, choisir maintenant, agir pour le climat. Elle prend la forme de 4 grands scénarios, chacun empruntant des voies distinctes et correspondant à des choix de société différents. Le premier scénario, Génération frugale, pose les bases d'une refonte importante de notre société. La transition est conduite par la contrainte, par la sobriété et par la technologie. La capacité d'adaptation et l'implication de tous sera un vrai défi, pour mobiliser autour de la nature sanctuarisée et autour d'une économie du lien plus que du bien. La neutralité carbone est atteinte grâce aux puits naturels, forêts et sols. Le deuxième scénario, coopération territoriale, pose le cadre d'une société qui se transforme grâce à une gouvernance partagée. Le système économique vers une voie durable, sobre et efficace. Des investissements massifs dans les solutions d'efficacité et d'énergie renouvelable sont effectués, ainsi que dans des politiques de réindustrialisation des secteurs ciblés. La neutralité carbone est atteinte presque uniquement grâce aux puits naturels. Le troisième scénario, technologie verte, mise sur le développement technologique pour répondre aux défis environnementaux. Les manières d'habiter, de se déplacer ou de travailler ressemblent à celles d'aujourd'hui. L'État planifie la mise en place de politiques fortes pour favoriser la décarbonation de l'économie dans un contexte de concurrence internationale et d'échanges mondialisés. La neutralité carbone n'est atteinte que grâce au captage de CO2 à la sortie des cheminées. Enfin, le quatrième scénario, pari réparateur, permet de conserver nos modes de vie actuels en pariant sur des solutions techniques. La société place sa confiance dans sa capacité à gérer, voire à réparer les systèmes sociaux et écologiques, avec plus de ressources matérielles et financières. Un pari basé sur le numérique et des technologies encore peu matures. La neutralité carbone n'est atteinte qu'avec des technologies de captage du CO2 dans l'air, à l'état de pilote à ce jour. Ces différents scénarios soulèvent ainsi 5 grandes problématiques autour desquelles il faudra statuer. La sobriété, jusqu'où? Qu'est-ce qu'un régime alimentaire durable? S'appuie-t-on exclusivement sur des puits naturels de carbone pour atteindre la neutralité? Quelle économie du bâtiment demain? Quel modèle industriel sera mis en place? En bref, cette étude nous prouve que la neutralité carbone est possible, mais repose sur des paris forts, qu'il est impératif d'agir dès maintenant, qu'elle nécessite une planification orchestrée et des transformations entre l'État, les territoires, les acteurs économiques et les citoyens. Que la réduction de la demande en énergie, et donc de biens et de services, est le facteur clé pour l'atteindre. Que l'industrie va devoir se transformer, que le vivant est un des atouts principaux de cette transition, que l'adaptation des forêts et de l'agriculture devient prioritaire pour lutter contre le changement climatique, que la pression sur les ressources naturelles varie d'un scénario à l'autre et devra être statuée, et que les énergies renouvelables sont indispensables. Tout y est détaillé pour que vous, décideurs et citoyens, puissiez faire le bon choix pour les 30 années à venir. Prendre conscience du défi à relever est une chose, agir maintenant est une priorité. Et nous sommes là pour vous accompagner. Voilà, donc si voilà, le sujet vous intéresse et que vous avez envie de creuser un petit peu plus loin pour en savoir plus sur ces différents scénarios, donc sur le site Transition 2050, vous retrouverez différentes infographies et tous les rapports détaillés de cet exercice de prospective. Il y a également des podcasts accessibles voilà, pour pouvoir mieux expliciter les différents axes qui ont été creusés par cette analyse de perspective. Et en dernière slide, je vous remets ici les différents canaux par lesquels vous pouvez rester informé en fait, des actualités publiées par l'agence, donc info.adem.fr, avec un magazine, des lettres un peu plus focus. Et puis, selon les régions, il y a différentes newsletters qui se mettent en place. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner. J'en arrive à la fin de ma présentation, de ce tour d'horizon de ce qu'est l'agence ADEME. Et maintenant, c'est place à vos questions, à vos échanges. Et peut-être avant même de vous laisser la parole, si je peux me permettre de parler déjà du prochain webinaire qu'on a planifié.
donc pour le 14 mars. Sur le fonds chaleur, justement, on a vu que c'était un sujet d'enjeu qui préoccupe et qui a déjà généré pas mal de projets dans les territoires, mais c'est encore un enjeu d'avenir. Donc, il y aura ce thème-là abordé le 14 mars par mes collègues. La parole est à vous pour vos questions. Merci beaucoup Sophie, en tout cas pour cette présentation très claire. Du coup, on a une question dans le chat à laquelle je ne me suis pas permis de répondre, même si j'ai une petite idée en tête. Ça concerne les financements des audits énergétiques. Je pense que ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que l'ADEME a pour vocation aussi de financer ce qui est innovant, ce qui est précurseur Alors, oui, et ce qui est exemplaire et pas ce qui est réglementaire. Mais je te laisse exactement. poursuivre. Voilà. C'est un bon résumé, effectivement, j'aurais pu le rappeler, tu as raison, que l'on intervient dans un domaine non réglementaire puisque nos aides ont un caractère incitatif. Donc, du moment qu'il y a une démarche obligatoire, si on pense par exemple au décret éco-énergie tertiaire, on ne pourra pas vous accompagner à réaliser, en tous les cas, à financer un prestataire pour faire cet audit énergétique nécessaire au décret éco-énergie. Après, et pour autant, voilà, il y a tout un corpus de guides, voilà, de petits conseils qui ont été diffusés. La plateforme qu'on a mis en place, on est à l'opérationnel là-dessus, mais pas sur les aides directes. Même chose pour ceux qui peuvent être soumis à l'audit énergétique obligatoire, dans le secteur du privé notamment, les audits gaz à effet de serre, pareil. Donc ça, Mm. c'est tout des démarches qui sont réglementaires. Autre sujet aussi réglementaire, c'est les plans de mobilité. Pour Mm. certains d'entre vous, c'est aussi un sujet obligatoire. Pour ceux qui ne sont pas dans les sujets obligatoires, effectivement, il y a des accompagnements par contre possibles au niveau de l'ADEME. Après, à savoir dans les accompagnements de plans de mobilité, ce qui peut être faisable aussi, parce que ce qui est obligatoire, c'est le plan de mobilité à l'échelle de l'employeur. Mais parfois, sur certains secteurs géographiques, il peut être intéressant de faire un groupement d'employeurs et du coup de faire un plan de mobilité inter-employeur. Donc là aussi, on peut avoir un dialogue sur ces sujets puisque la réglementation ne demande pas de travailler en groupement. Mm. Du coup, une autre question, mais alors je pense qu'on dépasse le cadre de l'accompagnement ADEME qui concerne les fonds verts destinés aux établissements publics. Le même modèle est-il envisageable pour les établissements de santé? Alors pour moi, c'est pas une question de l'ADEME. Alors, on Euh, est opérateur fonds vert ouais. pour partie en fait sur les friches et sur les biodéchets. Et c'est effectivement des sujets qui sont plutôt portés par des collectivités que directement par une entreprise ou par les établissements de santé. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions du coup concernant les... Alors, ouais, j'ai une main levée du coup de Romain. Ouais, bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'avais une question sur le plan France Relance. Est-ce que tous les projets qui sont financés par ce plan sont aussi listés sur le site de l'ADEME, ou alors il faut, comme c'est vous qui pilotez ces projets, ou alors il faut aller à chaque fois regarder Alors, directement sur le site de France Relance France Relance, en fait, on a été opérateur, mais c'est un dispositif qui s'est terminé. Maintenant, il y a d'autres Ah oui, d'accord. dispositifs qui ont pris le relais. Et tous les sujets sur lesquels on est opérateur sont accessibles sur Agir pour la transition, sauf pour ceux qu'on a cités là, par exemple sur les biodéchets, où c'est une autre plateforme, mais ça vous concerne moins. Ok, merci. Voilà, je regarde toutes les questions. Il me semble qu'il n'y ait pas d'autres questions du coup. Ah, si, Myriam. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question un peu ciblée, qui concerne, l'accompagnement et l'investissement pour le solaire thermique. Je sais que sur l'année dernière, vous aviez, des investissements prévus et qui se sont finalisés donc au 1er mars. Je voudrais savoir si vous allez reconduire ce dispositif ou pas? Parce que c'est très, très peu intéressant au niveau temps de retour sur investissement pour ce type, d'investissement.
Alors, sur le solaire thermique, ça fait partie de nos éligibles. Alors, j'ai pas connaissance de cette date que vous citez. Par contre, on en reparlera effectivement le 14 mars enfin, voilà, d'une manière plus en détail, mais ça fait bien toujours partie de nos éligibles et des sujets qu'on soutient. Donc, la prochaine fois, on vous expliquera, mais il y a des conseillers qui sont en place dans les territoires. Alors, ça dépend. Après, la couverture n'est pas encore totale au niveau de la France, mais vous avez des conseillers en chaleur renouvelable qui peuvent vous aider à monter les projets et à trouver la source de financement. Et ces conseillers sont opérateurs pour partie de nos fonds ADEME, entre autres sur le D'accord. solaire. Alors une autre question qui concerne aussi le solaire thermique et sur la partie solaire hybride. Est-ce que c'est prévu d'accompagner ou pas? Parce que c'est intéressant de cumuler les 2 parce que l'avantage de l'un fait l'avantage de l'autre du coup. Est-ce que vous avez prévu ou pas de les incorporer à un moment ou à un autre dans les aides, les études et l'investissement? C'est un sujet qu'on suit. Alors, je ne saurais pas vous répondre plus précisément parce qu'après, il faut regarder, en fait, dans le cahier des charges, notamment du solaire thermique, en fait, il y a des exigences en termes de production. Donc les Mmh. équipements que l'on soutient, voilà, il y a un niveau de production, attendu, donc puisqu'on contractualise sur les mégawattheures réalisés. Donc ça, c'est ce qu'il faut continuer, en fait, à vérifier lorsqu'il y a une nouvelle technologie qui arrive et entre autres, que ce soit sur, voilà, les capteurs souples ou quand on est sur là, du capteur hybride. Donc c'est des technologies qu'on regarde et qu'on peut, voilà, qui peuvent être, à un moment donné soutenues si elles répondent, à nos critères d'exigence. D'accord, donc ils vont vous poser la question pour ce type de projets qui sont un peu Oui, particuliers au coup par coup, si je le oui, comprends bien. oui, 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 pas de Parfait. souci. Merci beaucoup pour ces réponses. Alors du coup, moi juste peut-être pour compléter, parce que c'est une question qui nous revient souvent quand on parle du solaire, mais bon, je vois que là, vous êtes déjà bien sensibilisés. Nous, on intervient effectivement sur le solaire thermique et pas sur le solaire photovoltaïque. Donc ça, faut s'en rappeler. Le photovoltaïque bénéficiant du tarif de rachat, du coup, nous, on n'apporte pas d'aide sur ces dispositifs-là. Après, il n'empêche que vous pouvez vous renseigner auprès des régions, notamment. Moi, je sais que sur ma région, le conseil régional a un plan solaire très fort et ils apportent des soutiens pour les projets en autoconsommation. Alors, on a une question sur des retours d'expérience sur la mise en place de contrats de performance énergétique, voire d'accompagnement d'AMO sur ce type de contrat. Alors, on en fait. Déjà, c'est pareil, je les connais pas forcément parce que c'est piloté au niveau de mes collègues dans les services centraux, mais je sais que voilà, les AMO CPE, on en a soutenu. Moi, sur ma région, on en a fait aussi avec des établissements de santé. Bon, c'est un dispositif qui est peut-être un peu lourd de prime abord, mais qui par contre, sur le temps long, génère aussi un certain gain, énergétique et économique puisque c'est sur la performance attendue. Donc il faut être assez vigilant, c'est pour ça que nous on accompagne les études préalables pour faire ce type de contrat. Parce qu'il faut suffisamment bien dimensionner le contrat pour le coup, avoir un niveau d'exigence, sur les performances suffisant pour que le contrat soit mené correctement derrière. Super, merci. Dans tous les cas, effectivement, on aura aussi une présentation de la plateforme Socol sur le solaire collectif. Donc, oui, effectivement. Je vais vous mettre dans le lien de la conversation les retours d'expérience, du coup, notamment sur le réseau transition écologique en Auvergne-Rhône-Alpes. Ah bah voilà, Claire m'a devancée. Mais je vais quand même le remettre, le lien général. Vous avez pas mal d'informations, du coup, aussi sur ce réseau. Et effectivement, n'hésitez pas, du coup, à aller voir sur les différents liens que vous aurez là à disposition dans
la présentation de Sophie, puisque du coup, vous avez à la fois des appels à projets, qui sont, on va dire régionalisés. Il y en a d'autres qui sont effectivement, au niveau national et surtout, n'hésitez pas aussi à, si je puis me permettre, de faire des candidatures spontanées. Mmh. Des fois, si c'est un projet qui est particulièrement, innovant, précurseur, qui est bien monté, qui a une vraie ambition et voilà, il peut y avoir de bonnes surprises, voilà. Une question sur le fait que les GHT sont éligibles au contrat de développement des énergies renouvelables. Pour moi, on part sur quelque chose de mutualisé, donc oui, ça peut rentrer dans, mais je te laisse peut-être répondre, Oui, oui, ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde, sur du contrat, patrimonial, effectivement. C'est des choses qui ont pu être faites et là, ça va dépendre des stratégies dans chacune des régions, voilà, moi, sur ma région, on est parti sur des contrats territoriaux, donc il y en a qui dans chaque département, il y a déjà des contrats et ils ont des objectifs de mégawatts à atteindre. Donc, les établissements de santé doivent s'adresser à ces conseillers-là pour pouvoir faire les opérations. Sinon, effectivement, il peut être envisagé donc, des contrats à l'échelle patrimoniale des GHT, encore que les GHT, si je ne me trompe pas, sont pas directement propriétaires des différents bâtiments. Ça va être, Mmh. donc c'est voilà, il y a ces aspects-là qu'il faut quand même, regarder. Oui, effectivement, c'est une remarque que Frédéric mentionne, c'est qu'un GHT n'a pas d'entité juridique. Mmh. Donc après effectivement, est-ce que ça peut être porté par l'établissement support? Ça peut être une question. En tout cas, ça a le mérite de pouvoir se creuser à mon avis. Bah, je note la question, pour qu'on puisse y répondre le 14 mars de façon plus précise du coup. Mmh. Effectivement, d'ailleurs, si vous avez des questions en anticipation, n'hésitez pas à nous les soumettre, notamment sur la communauté de pratique, soit énergie, soit celle dédiée au CTES, selon votre rôle et puis du coup, on les fera remonter à l'ADEME qui puisse, du coup, anticiper les réponses dans la présentation. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions, interrogations ou autres? Élise? Oui, moi j'avais une question par rapport, est-ce que vous avez des retours à nous faire, par exemple, de projets, qui concernent la sensibilisation des agents et de la direction sur les thèmes, environnementaux? Est-ce que, il y a eu des choses innovantes, ou, s'il y a eu un accompagnement de fait, est-ce que vous avez une sorte de résultat de ce que ça a donné, quoi? Alors, ça, j'aurais pas de réponse, au global. Moi, je sais que les actions de sensibilisation, en général, elles se font sur la base, des petites vidéos que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, les ressources dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc j'ai pas forcément de retour. J'ai peut-être juste, sur le gaspillage alimentaire, alimentation durable, je sais plus trop dans quel sujet, c'était, mais où il y a eu des expérimentations sur des, serious games, par exemple. Voilà et je n'ai pas encore la totalité des retours, mais il y a des choses comme ça qui sont expérimentées, mais du coup, sur des thèmes bien précis, donc ils sont connus, quand on travaille sur ce sujet-là en particulier. OK, merci. Et donc l'accès aux formations ADEME, je vois passer, donc oui, vous pouvez y avoir accès. Après, on est en train de travailler au niveau national à voir de quelle manière on peut vous donner un accès plus massif, en fait, à l'ensemble de nos formations. Mais pour l'instant, il y a voilà, on en a certaines qui sont en distanciel, on a du présentiel, qu'on peut proposer ponctuellement, aux conseillers, mais on n'est pas encore sur une diffusion de masse. Je vous ai mis le lien effectivement vers, le MOOC Bâtiment durable sur lequel vous retrouverez un grand nombre de formations, disponibles, accessibles gratuitement. Effectivement, aujourd'hui, les formations qui ne sont pas accessibles, «au grand public» entre guillemets,
c'est essentiellement les formations qui ont une grosse part de présentiel et ça a aussi une question de financement puisque du coup, et comme on l'a vu tout à l'heure, la dame dispose enfin, est sous la tutelle de 3 ministères. Effectivement, les financements, du coup, sont notamment pour ces formations, sont du coup attribués aussi aux agents de ces 3 ministères. Donc, dont ne fait pas partie le ministère de la prévention et de la santé. Mais voilà, donc notamment la formation CEP qui est une formation du coup en présentiel, et qui du coup, mobilise des fonds, notamment du ministère de l'Écologie et des Territoires ou d'autres voilà, du coup ne sont pour l'instant pas ouvertes, au CTES qui du coup dépendent d'un autre ministère. Donc c'est beaucoup de juridique, beaucoup d'administratif, voilà. Maintenant je fais les réunions d'échange avec une juriste tellement ça me dépasse. Mais en tout cas, on y travaille, on a vraiment une volonté commune de mutualiser ces outils-là. Mais en tout cas, en attendant, moi je vous invite vraiment à aller voir sur la formation sur les MOOC bâtiments durables, parce que c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire au fil de l'eau, avec des formations, hyper intéressantes. Voilà, il y en a une qui arrive prochainement, la Risque et Bons Réflexes sur la rénovation performante, qui a débuté, le 10 janvier dernier. Je ne sais pas si elle est il me semble qu'elle est encore accessible. Il y en a d'autres qui arrivent bientôt là, sur la construction en fibre végétale, sur la réhabilitation énergétique sur du bâtiment ancien. Voilà, il y a vraiment une mine d'or de formation intéressante que, voilà, d'ici à ce que vous ayez fait le tour, on aura peut-être, réussi à ouvrir les formations présentielles. Alors je regarde. Oui, il y a la Ouh là, il y a question plein de d'autres Colline questions. sur les audits énergétiques, effectivement, d'avoir un éclairage, sur ce qui est obligatoire, ce qui est attendu, et cetera. Le bon cahier des charges. Effectivement, on pourra réfléchir à monter une séance spécifique là-dessus. Mmh. Effectivement, oui. Est-ce qu'il y a d'autres, questions du coup? Alors je crois juste par contre sur la partie audit énergétique, il me semble qu'il y a quelques éléments sur le site du coup, réseau transition énergétique écologique en Aura. Je vérifie, Oui, oui, mais oui, de ils avaient mémoire, il y avait quelques pistes. oui, avec, notamment l'intracting, il y avait, il y a un certain Ouais, nombre de ressources, oui, sur ce réseau-là. ouais, dans l'onglet en fait «Maîtriser l'énergie» dans votre établissement de santé. Mesure, consommation, contrat d'exploitation, audit énergétique global. Je vous remets le lien du coup qui est un peu différent. Bon après il suffit d'aller se balader sur le site, hein. Mais on pourra en tout cas se le mettre, en point sur, peut-être un webinaire complémentaire. En tout cas, on va travailler, à répondre à cette, attente qui a été plébiscitée apparemment. Mmh. Alors, question d'Anaïs. Le contrat de performance énergétique. Je sais que jusqu'à l'année dernière, il y avait. Alors si vous ne le trouvez pas sur le site, sur le CPE, je ne sais pas. Alors je ne sais pas si, De mémoire, c'était plus, en fait, c'est c'est pareil, du coup, on est passé de quelque chose qui était peut-être, innovant, précurseur à quelque chose mmh. de routinier. Alors François, je veux bien que tu précises ta question à l'oral. Parce que Parce qu'en état, limite de la fonction des CTES, les CTES, c'est de la maîtrise d'ouvrage, en fait. Vous êtes en établissement, Ouais. voilà, donc s'il faut qu'on refasse un petit point sur ce que c'est maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, Non, 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 accompagnement non, à la non, maîtrise non, d'ouvrage? non, 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 Non? non, 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 non. Je sais très bien, je suis issu de la maîtrise d'œuvre, justement, donc je sais très bien Parfait, autant ce pour qu'est un moi. maître d'œuvre. Euh, D'acc Quelle est la limite du travail des CTES en termes d'audit énergétique et d'études?
Alors, vous êtes conseillé. Jusqu'où on peut aller et quelles sont nos responsabilités? En fait, vous êtes conseillé. Après, ça dépend beaucoup, et c'est ce que je leur dis, en fait, nous, on n'a pas participé à vos recrutements. Il y avait une fiche de poste qui était un peu, voilà, une banque de bonnes pratiques et enfin, pas de bonnes pratiques, mais une banque d'idées, de missions, et cetera. C'était après l'établissement qui vous a recruté sur son groupement de, savoir quelle mission vous alliez faire, tout ça. Donc il y a des profils qui sont extrêmement différents, mais le rôle initial étant donné, la grandeur des périmètres que vous avez à couvrir en tant que CTES, clairement, ça peut pas être de faire les audits énergétiques. Sinon, vous allez passer, tout votre temps à faire ça et il y aura pas, le fond, du travail qui va être de les analyser, de mettre en place des actions. Donc vous avez un rôle de conseiller, ça peut être, bah, justement de monter le cahier des charges pour faire cet audit énergétique ou alors si c'est vous choisissez un prestataire qui est, par exemple, déjà identifié dans le cadre d'un accord cadre ou d'une centrale d'achat, ça va être d'assurer le suivi de ce que de ce que le prestataire va faire. Donc s'assurer qu'il y a le rapport, bah, il y a bien, il s'est pas mélangé entre les bâtiments, parce que ça arrive, hein, des choses de base comme ça, mais que, il a bien fait son travail. L'accompagner parfois sur site aussi, c'est assez important de pouvoir, voilà, venir avec lui, vérifier il englobe bien tout le périmètre, analyser le rapport qu'il en fait, échanger avec lui sur notamment la construction du plan d'action qui généralement est intégré à l'audit. Et pouvoir du coup, être là en termes de conseiller vis-à-vis de cette prestation d'audit, par exemple. Mais ça peut être la même chose pour, un accompagnement AMO pour, comment dire? Un contrat de performance énergétique. Bah, OK, il y a un AMO, donc accompagnement à maîtrise d'ouvrage pour ceux qui, le saisissent pas, mais ce qui n'empêche pas que vous êtes le représentant de la maîtrise d'ouvrage et que du coup, bah, en fait, vous êtes là pour cadrer cet accompagnement, vérifier qu'il est pertinent par rapport aux attentes et aux besoins de l'établissement que vous représentez et que, bah, ils disent pas non plus n'importe quoi en faisant du copier-coller, vis-à-vis, du rapport ou du site qu'ils ont fait précédemment. Oui. Très, très, très bonne réponse, merci. Et par contre, non, je posais la question parce que dans Hospi Media, j'avais lu un article où il était écrit qu'on devait faire des audits énergétiques. C'est pour ça que j'étais un Oui, peu en fait, surpris. Un peu non, surpris. non, mais, bah, malheureusement, enfin, on maîtrise pas toujours forcément la presse et D'accord. et il y a un petit principe de téléphone arabe qui fait que, bah, en fait, d'un point A à un point D, généralement, il y a soit perte, soit déformation, soit voilà, mais voilà, je pense qu'après concrètement, enfin, en tout cas, s'il y en a certains d'entre vous qui sont en difficulté vis-à-vis de ces éléments de langage, n'hésitez pas à nous les faire remonter. On prendra le temps d'expliquer que, concrètement parlant, sur des périmètres qui vont de 20 à parfois 100 établissements, faire des audits énergétiques pour tout le monde, ce n'est humainement pas envisageable. En tout cas, ou alors faut que c'est un CDI très, 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 très long, hein. Merci, merci. Alors, donc je sais pas du coup s'il y a d'autres questions, on va bientôt arriver du coup au terme de cette heure d'échange. En tout cas, on vous J'ai mettra alors juste peut-être, avant de te laisser le mot de la fin, j'ai noté du coup qu'il y avait encore quand même beaucoup d'interrogations autour des sujets énergétiques. Donc, mmh, j'ai bien noté, donc il y a des questions dont on pourra répondre, donc, mi-mars. Un sujet à monter là autour de l'audit énergétique. Et je voulais juste, vous sonder sur les autres sujets. Est-ce que, mmh. voilà, vous avez, des questionnements, des besoins? Est-ce que ça fait bien partie des sujets que vous allez pouvoir explorer, on va dire durant cette année 2023? Où vous êtes vraiment tous engagés, dans les sujets d'énergie sans pouvoir aller explorer? Je pense, à tout ce qui va être, Egalim, donc alimentation durable, lutte contre les gaspillages, et les sujets de mobilité aussi qui sont quand même en règle générale des petites difficultés au niveau des établissements. N'hésitez pas à indiquer dans le chat du coup, avec un pouce par exemple, vers le haut ou vers le bas, hein,
des sujets qui pourraient vous intéresser et d'autres? Le bac, ouais. Bon, du coup, il y a trop de j'arrive même plus à écrire. Attends qu'il y ait les votes. Moi, je vous laisse indiquer directement pour ceux qui ont d'autres idées. Ça Mmh. sera plus simple, parce que de toute façon, je ne peux plus écrire. Juste du coup sur la gestion des déchets, j'ai vu, si vous pouvez préciser la typologie de déchets ou si c'est vraiment, tout déchet confondu? Non, c'est tout déchet confondu, ouais. D'accord, C'est donc moi qui dasserie et hors dasserie, quoi, c'est ça, et alimentaire aussi, et c'est pas alimentaire. toujours, bien traité. Mmh. OK. On va peut-être mettre économie circulaire aussi. Ouais. Ah! J'ai la même idée que Mathieu. Ouais, pardon, je me permets d'évoquer ce point-là. Ça me semble important, savoir comment l'hôpital et je sais pas, est-ce qu'il y a eu déjà des scénarios prospectifs là-dessus, sur l'adaptation au changement climatique sur le milieu hospitalier? Parce qu'on sait que c'est quand même un secteur prioritaire en général dans le fonctionnement d'un pays. Et du coup, comment on aborde ça? Oui, il y a un outil qui a été fait par, l'ADEME avec Carbone 4 qui s'appelle Okara, que je pourrais vous mettre sur le drive des CTES d'ailleurs. Et oui, enfin, on avait prévu éventuellement, Mmh. de faire un petit point, là-dessus, parce qu'il y a notamment pas mal d'appels à projets, qui rentrent dans ce cadre-là. Notamment sur, des parties, voilà, ça peut être assez libre d'ailleurs, en termes d'appel à projets, enfin en termes de ce que vous proposez pour entrer dans ce cadre-là. Mais ouais, effectivement, c'est un sujet qui est prégnant et qui de toute façon pour lequel il va falloir qu'on se mette en ordre de marche assez rapidement, genre avant cet été. Donc ouais, on va vous le prévoir, voilà. Mmh. On va essayer d'échelonner un petit peu tous vos retours là. Hem, Parce qu'effectivement, le but, ça va être quand même de caler ça sur une périodicité, qui vous permette de vous rendre disponible assez régulièrement. Mais on a pris note de tous ces éléments. Ouais, merci, ouais, parce que du coup là, vos interactions par les votes, ça nous permettra de guider ce cadencement. Ouais. Je te ferai une petite synthèse, Sophie, ce sera plus simple que de compter les pouces, Oui, dans oui, la non, mais du conversation coup, aussi. je vois que le décret Bax, préoccupe beaucoup. Ouais. Donc celui-là, c'est pas Heu, forcément nous qui pourrons en parler, mais par contre, quand on disait d'éclaircir avec audit mmh, énergétique, je pensais justement au DREAL directement et ça sera l'occasion mmh, d'évoquer ça en même temps, ouais. mmh. Oui, effectivement, on a d'autres points. Je pense à la remarque sur l'éco-conception des soins ou sur les achats durables. Je suis pas sûre du coup qu'on aura forcément tous les éléments avec l'ADEME. Faudra peut-être qu'on aille voir plus côté DGOS pour le coup, puisque du coup on rentre dans une question qui est, voilà, on aura des éléments côté ADEME sur notamment des outils type analyse de cycle de vie et cetera. Mais sur la pratique en tant que telle, voilà, il faudra faire un lien avec la DGOS de façon certaine. Ouais, j'ai vu une main qui s'est levée. On prend la dernière question. Oui, bonjour. Oui. Voilà. Merci pour la présentation. Moi, en fait, j'avais une question par rapport aux outils de suivi des consommations parce que je sais qu'à l'époque, il y avait un outil qui avait été mis en place gratuitement par l'ADEME, qui a été mis en place à disposition des CEP
gratuitement par l'ADEME et que depuis juin dernier, juin 2022, quand cet outil est devenu payant, l'ADEME avait proposé un dispositif d'accompagnement pour les collectivités ou les syndicats d'énergie qui souhaitaient avoir leur propre outil de suivi des consommations. J'aimerais savoir si ce dispositif d'aide est toujours disponible aujourd'hui et si oui, est-ce que les établissements de santé sont éligibles? Je note, je n'ai pas la réponse directe. Je crains qu'effectivement ce soit une aide temporaire pour faire Et ouais. la transition. Et pour aller plus loin, je suis même pas sûre que, l'ADEME le supporte encore. Les derniers échanges que j'ai eus avec Christophe Lestage, j'avais eu comme, écho que c'était un peu une usine à gaz et qu'ils avaient fini par abandonner. Mais c'est peut-être, une mécompréhension de ma part. Dans tous les cas, sur la partie audit, on est, enfin, pardon, pas audit, mais outils. On participe au parangonnage qui a été, porté justement par l'ADEME, la FNCCR et cetera et du coup, qui permettra, à minima d'avoir un espèce de benchmark, en fait, des différents outils disponibles, de leurs fonctionnalités, de leurs coûts, et cetera et de vous faire un avis, en fait, sur celui qui est le plus opportun. N'hésitez pas aussi à échanger avec, vos collègues sur la communauté de pratique parce que je sais que certains ont choisi, des solutions plus que d'autres. Donc, voilà, leur retour d'expérience peut être aussi, une bonne source en fait pour savoir, vers quel outil, vous diriger, si vous souhaitez du coup investir dans un outil de suivi de vos consommations énergétiques. Voilà, mais on prend le point enfin notamment pour s'assurer que, bah, si l'outil existe encore ou pas et si oui, quelles sont les éventuelles modalités d'utilisation. Bah, merci à tous pour, votre participation active. J'espère que ce 1er webinaire d'introduction, vous aura donné envie en tout cas, de voir les prochains. Voilà, le prochain donc 14 mars sur le fonds chaleur, on vous tiendra informé rapidement des autres. Dans la même, voilà, c'est pas tout à fait la même, mais c'est en tout cas en lien avec le fonds chaleur, il y aura France Réseau de Chaleur qui sera présenté, le 29 mars de mémoire, et on va poursuivre comme ça avec on espère un petit rythme, de toutes les 2 semaines, histoire d'écluser tous les sujets. Mais on vous tient au courant du calendrier qu'on va monter progressivement au fil, des disponibilités des différents intervenants. Puisqu'on va essayer du coup de mobiliser, tous les agents de l'ADEME qui sont spécialisés dans les thématiques que vous avez plébiscitées et on espère du coup pouvoir, répondre à toutes vos attentes. Merci à tous et du coup une très belle, début de semaine, très belle semaine à tous. À très vite. Merci à vous tous et toutes. Merci.